On passe maintenant au Paris Saint-Germain qui donc a subi sa première défaite de la saison à domicile en championnat face à l'AS Monaco, messieurs. Est-ce que c'est inquiétant en vue du quart de finale de Champions League? Non, moi je pense pas. On peut voir un petit peu le même relâchement qu'il y avait eu au moment du match où on a perdu contre Lyon. Voilà, je pense ils étaient déjà champions. C'est le match qui suit. Voilà, on s'attendait à un relâchement, même si c'était un match contre Monaco qui pour le prestige, ça aurait été sympa de le gagner, surtout que c'était au Parc. Mais je pense qu'ils ont forcément déjà la tête à City. Et est-ce que justement l'essentiel, c'est pas plutôt d'arriver avant ce quart de finale avec 0 blessé et l'effectif au complet? Tout à fait. C'est surtout ça qui je pense, va être important. Ils peuvent pas s'engager, quoi. C'est tout simplement pour ça, je pense. Alors, deux choses pour moi, effectivement, c'est essentiel d'arriver en Ligue des Champions bien préparé, justement à l'image de ce qu'est en train de faire Manchester City. Les pauvres, ils perdent tous leurs joueurs au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant? Non, pour moi, c'est pas inquiétant. Limite, c'est plus inquiétant pour Monaco qui aurait dû gagner il y a, si je me trompe pas, il y a une semaine c'était contre Reims qu'ils ont perdu, c'est ça? Je crois, oui, c'était ça, contre qui ont Reims. perdu, enfin, du coup, qui ont laissé Paris filer vers le titre. Alors d'accord, ils gagnent contre le PSG premier de Ligue 1, ils sont quand même à 20,2, ils ont pas mal de comment dire. Ceux qui doivent niveau faire la finance. gueule entre guillemets, ça doit être surtout Olas et les Niçois qui pensent avoir fait le plus dur en gagnant leurs matchs respectifs et qui finalement voient Monaco aller s'imposer au Parc. Exactement. Monaco, honnêtement, bon, ils sont pas flamboyants cette année. Voilà, comme je te dis, à 20 points du PSG, avec le budget qu'ils ont, c'est pas normal pour eux. Donc, qui gagne ce match, c'est très bien. À l'extérieur, c'est très bien. Maintenant, 20 points, c'est trop, quoi. Petite information qui vient de tomber, Verratti, qui avait été sélectionné par Conte, vient finalement d'être rapatrié à Paris. Ils ont dû constater l'état de sa pubalgie et ils nous l'ont renvoyé. Encore heureux parce que j'ai envie de dire, il joue pas au PSG depuis 3 semaines pour sa blessure. S'il avait joué la moindre minute avec l'Italie, je pense que ça aurait fait un tollé dans le board parisien. Et c'est les supporters parisiens qui doivent être contents là, on le voit. Zlatan également, hein, qui va être laissé au repos par la Suède, le sélectionneur l'a dit. Justement, Zlatan, une stat qui est tombée ce week-end. En 334 matchs avant ses 30 ans, il a inscrit 164 buts. Tandis qu'après ses 30 ans, en 200 matchs, il a mis 164 buts. Donc c'est-à-dire qu'il est passé d'une moyenne de 0,4 à 0,8 buts par match. Est-ce que selon vous, messieurs, ces stats sont tronqués par le niveau de la Ligue 1? D'ailleurs, attendez, vous savez quoi? Ça va être le duel d'aujourd'hui. Johan, vas-y, t'as 30 secondes pour nous dire ce que t'en penses. Pour moi, cette stat ne me dit pas que Zlatan a progressé depuis qu'il a 30 ans. À 30 ans, il arrive au PSG dans un championnat beaucoup plus faible que ce qu'il avait connu déjà auparavant, dans une équipe aussi beaucoup plus forte, mis à part celle du Barça. Donc, c'est vrai qu'il enchaîne les buts en Ligue 1, c'est quelque chose d'énorme ce qu'il fait en Ligue 1, mais Lisandro aurait pu faire la même chose, je pense, en Ligue 1 avec l'effectif qu'il a. Donc, non, moi je pense pas que ce soit vraiment représentatif en tout cas. Écoute, c'est ta version. On va maintenant écouter la mienne qui est opposée. Alors moi, premièrement, Zlatan, certes, tu peux dire qu'il joue dans un championnat et qu'il est entouré de Di Maria et consorts, mais quand il joue au Milan, il était avec Ronaldinho, il était avec Pato, Robinho, et dans un championnat aussi très serré tactiquement au niveau défensif, donc il les mettait pas, les buts. Au PSG, il a marqué aussi en Ligue des Champions un quadruplé à Anderlecht, il a mis 2 buts à Leverkusen et là il commence à être décisif. Donc cette stat pour moi, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Il s'est bonifié comme un vin avec le temps et il mérite justement qu'on en fasse son éloge et qu'on continue à parler de lui en bien. Un vainqueur dans ce duel? Un vainqueur dans ce duel, bon. T'as le droit de dire Johan. Hein. À la base, je suis d'accord avec Johan sur le fond, donc ouais, honnêtement, je dirais Johan. C'est en 2 mots, oui, effectivement, et depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, il plante. Maintenant. Moi, je veux juste revenir sur ce que j'ai dit très rapidement. Alors, certes, cette saison, pour l'instant, on attend de voir parce qu'il nous a mis ce fameux but contre Chelsea que nous, en tant que supporters du PSG, on attendait. Les buts très importants. Il a mis enfin son premier but très important parce que moi, je compte pas vraiment le but contre le Barça en 2013. D'ailleurs, c'était un but hors jeu. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Là, aujourd'hui, il nous a mis ce but. Maintenant, on va voir s'il arrive à nous emmener justement à Milan, voilà. Qui nous rendrait très, très, très heureux. J'espère qu'il va nous envoyer à Milan et qu'il va soulever la coupe avec Thiago Silva dans le stade. C'est quand même une belle image. Ils ont évolué. On passe maintenant à un autre sujet un peu moins joyeux, c'est-à-dire c'est l'OM qui a un niveau un peu catastrophique en ce moment. Ce week-end, messieurs, ils ont fait une prestation abominable en perdant face à Rennes 5-2. Qu'est-ce qu'on peut en dire, messieurs, des Olympiens?
Bah honnêtement, c'est sûr que c'est pas bon pour l'OM cette saison. Maintenant, si on repart depuis un an et demi, il y a eu Bielsa l'année dernière. Mine de rien, il gagnait pas beaucoup de matchs, mais au moins quand il gagnait, même quand il perdait, c'était avec la manière. Il se donnait, les joueurs mouillaient le maillot. On pourra dire tout ce qu'on veut sur Bielsa, mais il a ramené ça. Les supporters de l'OM adorent Bielsa, vraiment. La majorité ne voulait pas qu'il parte. Il a fait la première journée de Ligue 1, et il s'est barré tout simplement. À partir de là, Michel arrive, qui a de l'expérience en Espagne d'ailleurs avec Getafe et Séville et ensuite en Grèce. Bon, Michel n'est pas magicien quoi, clairement pour moi. On a en ligne avec nous un supporter marseillais, Nathan. Salut Nathan. Bonjour à tous. Alors Nathan, on t'appelle pour parler un peu du cas OM, vraiment qui est catastrophique en ce moment. Ils ont perdu 5-2 donc le week-end dernier face à Rennes. Toi en tant que supporter marseillais, qu'est-ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu voudrais pour ce club? Alors, gros coup de gueule pour l'équipe de Marseille en ce moment, ou même depuis le début de la saison. Qu'est-ce que je voudrais? Écoutez, un changement de direction vite, on va dire, très vite même. Labrune, selon toi, n'est pas compétent pour diriger l'OM? Non, pas du tout. Alors, c'est très simple. Marseille est une institution depuis des années. Et de voir un club aussi mal géré, aussi mal organisé d'un point de vue, que ce soit sur le terrain, tactique, technique ou encore des dirigeants, je trouve ça scandaleux. L'équipe compétente des dirigeants ne sont pas compatibles avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas possible. Ouais, et qu'est-ce que tu penses de Michel? Tu penses qu'il devrait être limogé ou le laisser finir la saison au point où ça en est? Michel, il faut le limoger. Il est très important de recommencer sur de nouvelles bases, mettre même un technicien interne, à savoir le directeur du centre de formation. Je crois comme avec Anigo alors. Exactement. Mais Labrune s'est opposé à ça, je crois. Je pense qu'ils veulent laisser finir la saison et voir par la suite repartir sur de bonnes bases, mais au début de saison prochaine. Mais ce qui est surtout dramatique, c'est de se dire que si Marseille n'avait pas un gardien comme Mandanda, où ils en seraient à l'heure actuelle? C'est la question que beaucoup de Marseillais se posent. Maintenant, en tant que supporter et surtout des mesclades, c'est scandaleux de devoir se reposer sur deux joueurs. L'année dernière, avec Bielsa, Marseille a réussi à faire transcender des joueurs qui jouaient en Ligue 2. C'est ça, c'est que Bielsa a réussi à rendre par exemple un Djadjedje, un des meilleurs latérales de France. Ou Morel. Il a transcendé l'équipe. Justement, si je peux me permettre, c'était la question que j'avais à poser, c'est que dans cette équipe de l'OM, tu es bien supporter de l'OM? Ouais, bien, d'accord. Depuis ma tendre enfance. Écoute, si on vous enlève Lassana Diarra et Mandanda, dis-moi un seul joueur qui reste, dis-moi un seul international dans cette équipe. Un seul international? Ne serait-ce qu'un seul. Pas français forcément? Français, peu importe. Isla, mais il n'est pas sous contrat, il est prêté. Isla, international chilien. Bon joueur d'ailleurs. Vas-y, moi, je pense là où est le plus gros problème de la saison pour Marseille, c'était au début de l'année, c'est le recrutement, parce que quand on regarde leur effectif, en plus de compter seulement sur 2 joueurs, le reste de l'équipe, il y a quand même 3-4 joueurs prêtés. Donc, il y a un moment dans l'année où Marseille reposait tout leur espoir sur Georges-Kévin Nkoudou. Alors je l'aime bien, c'est un bon joueur, mais l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre d'avoir un joueur comme Nkoudou en tant que... Mais Nkoudou, c'est un joueur de milieu de tableau, c'est un joueur qui joue en milieu de tableau à Nantes. Voilà. Ou à Caen. Il y a un moment, Marseille, ça vaut peut-être un peu plus que ça. C'est une institution. Oui, l'équipe mérite de jouer les hauts tableaux. Excuse-moi, mais oui, effectivement, sur le principe, on est d'accord. L'Olympique de Marseille, c'est une marque, c'est connu mondialement. Avec cette équipe en place, pour moi, ce que tu dis, c'est vrai. C'est toute l'équipe qui est de milieu de tableau. Oui, tout à fait. Le niveau a vachement régressé par rapport à l'année dernière, ça c'est sûr. Et par rapport justement au match face à Rennes, là, le 5-2, est-ce que on n'a pas l'impression un peu que les joueurs ont lâché Michel dans ce match? Je pense que ça fait bien un moment que les joueurs ont lâché Michel. Les joueurs ne jouent plus. D'ailleurs, on peut voir les grimaces de certains joueurs sur certains buts comme Nkoulou ou comme Mandanda qui n'empêchent plus en fait de jouer des matchs sans fond de jeu, sans rien. Il y a des noms qui circulent en vue de la saison prochaine pour un nouvel entraîneur? Comment? Il y a des noms qui circulent pour un nouvel entraîneur? J'ai entendu parler de Conceição, le portugais. Je suis parti voir les résultats qu'il avait avec Guimarães. J'ai pas encore vu beaucoup de matchs, mais ça m'a pas l'air d'être très bien non plus. Je pense qu'à un moment, faut restructurer dans le fond. Ouais, dans le fond. Exactement. Bien sûr, c'est comme tu l'as très bien dit au début, c'est le staff qu'il faut vraiment, mais depuis tout en haut, quoi.
Changer d'entraîneur, c'est bien beau. Maintenant, la brune. C'est surtout Margarita qui n'a pas l'air d'être. Qui vient d'accoucher d'ailleurs hier. Je pense que le foot, c'est vraiment rien, strictement rien pour elle. Elle a repris de son père et là, ce qu'elle veut, c'est partir, quoi. Exactement. À l'époque de Louis Dreyfus, où le club était encore mal géré, vu qu'il a quasiment rien gagné durant tout son mandat de président. Mais au moins il avait l'amour du maillot, il avait l'amour du club. C'était très mal géré, mais il faisait en sorte de monter des équipes qui pouvaient jouer l'Europe et qui faisaient révéler ses supporters. C'est ça, il investissait, on est d'accord. Bon, on verra en tout cas comment Marseille finit cette saison. On espère qu'ils vont pas la finir en roue libre. Et puis, écoute, on te souhaite le meilleur avec ton équipe pour la saison prochaine. Merci en tout cas, Nathan, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Salut Nathan. Au revoir. Donc voilà, messieurs, un supporter marseillais. Nathan représente, je pense, la pensée de la plupart des supporters marseillais qui sont vraiment à bout de cette équipe et qui vraiment voudraient qu'il y ait, je pense, une restructuration et des changements dans le fond du club. C'est sûr, maintenant changer l'entraîneur sans changer tout autour, ça va être très compliqué. Et comme il l'a dit au début d'ailleurs, j'ai oublié de lui poser cette question, c'est le président peut effectivement changer des choses. Maintenant, avec les supporters, ça paraît vraiment très compliqué de changer des petits détails dans ce club. Il faut souvent référer à pas mal de groupes de supporters avant de pouvoir bouger et forcément les investisseurs auront du mal à accepter. En tout cas, on suivra ça de près dès la saison prochaine. Donc voilà pour les sujets. On est arrivé au bout, donc c'est maintenant l'instant. Mika, t'as un petit truc juste à dire? Une petite chose pour les. Ah oui, tu voulais nous parler de Red Star. C'est ça. Tiens à cœur, vas-y, dis-nous, Mika. Les amateurs de foot. Hier soir, le Red Star s'est imposé 2-0 à Clermont. Le Red Star qui est 3e de Ligue 2, qui a ses matchs au stade de Beauvais. Je dirais aux supporters footballistiques franciliens, n'hésitez pas à aller les encourager au stade à Beauvais. Ils ont besoin de public. Ça serait magnifique d'avoir 2 clubs franciliens l'année prochaine en Ligue 1, le Red Star et le PSG. Ce serait vraiment très beau. Si vous pouvez vous y rendre, allez-y avec joie, en famille, vous pouvez y aller. Ce serait vraiment très beau. On a pu rencontrer justement, Mika, comme tu le dis, l'attaché de presse et l'entraîneur Rui Almeida la semaine dernière. Et ils sont vraiment à fond dans le projet et on espère vraiment pour eux que ça va le faire. Malheureusement, comme tu l'as dit, ils jouent à Beauvais. Ce qui se ressent sur les résultats, puisqu'ils sont 13e à domicile dans le championnat, mais premiers à l'extérieur. Donc ils vont gagner leur match à l'extérieur. On espère vraiment pour eux que ça va le faire parce qu'ils méritent. Et voilà, c'était la petite parenthèse, tu as raison d'en parler, mais il faut les encourager, les soutenir. On espère que ça va le faire pour eux. C'est ça, exactement. Et maintenant, messieurs, c'est l'instant prono. C'est les pronos de la team. Alors Mika, tu veux parler, je crois, sur Pays-Bas-France, toi? Pays-Bas-France, oui, Pays-Bas-France, même je dirais France-Russie, honnêtement je pense que la France gagne les 2 prochains matchs. Tu penses qu'il gagne les 2 prochains? Oui. T'as allé voir un peu les codes, quelque chose? J'ai pas encore regardé. La France était aux Pays-Bas à 2 à peu près, je crois. À 2 et quelques, écoute, tant mieux parce que pour moi la France est largement supérieure honnêtement à pratiquement toutes les équipes qui vont jouer l'Euro. On peut enlever forcément l'Espagne et l'Allemagne, mais je sais pas pour vous, mais moi là, justement cette équipe de France, ces listes de 22 me fait penser un petit peu au départ à l'Espagne de 2008 avec que des jeunes, des défenseurs assez expérimentés, un bon gardien et ensuite vraiment que des jeunes qui ont pu évoluer au fur et à mesure. On pourrait partir sur une belle épopée de l'équipe de France. Et toi Johan, un petit pari ce week-end? Alors moi je pense que ce sera déjà la Russie, c'est à domicile, hein, c'est ça? C'est ça, on joue la Russie au Stade de France mardi prochain. C'est ça, ouais, donc je pense que oui, la France devrait gagner ces 2 prochains matchs. Les Pays-Bas qui ne sont même pas qualifiés, qui n'ont pas... Voilà. Je pense très sincèrement qu'on devrait gagner déjà aux Pays-Bas et après au Stade de France contre la... Pour ma part, je vois... je l'espère en tout cas. Match nul face à la Hollande, côté à 3-10 chez Unibet. Et par contre, une victoire face à la Russie avec au moins 2 buts d'écart qui est très bien aussi coté chez nos confrères. Je crois qu'on s'est tout dit, messieurs. Portez-vous bien, regardez les matchs. N'oubliez pas de nous suivre avec le hashtag #BeForFoot sur Twitter. Et surtout, si vous voulez parler foot, c'est BeForFoot. Salut les gars. Salut à tous. Salut à tous.